Bon, il y a Tom Cruise qui a pété les plombs sur le tournage de Mission Impossible 7 et on l'a entendu hurler « Je ne veux plus jamais voir ça, jamais! Si jamais je revois ça sur le plateau, t'es viré! Et toi aussi hein !» Moi je crois clairement qu'il y a un cadreur qui a absolument tenu à montrer son plus beau tatouage de Tom Cruise au principal intéressé. Et ça s'est pas passé comme prévu et je pense qu'on peut quand même comprendre sa réaction épidermique. En réalité, l'acteur cherchait à faire respecter les gestes barrières sur le plateau. Je pense que vu l'état de santé d'Emmanuel Macron, eh bien notre président aurait mieux fait d'embaucher Tom Cruise plutôt qu'Alexandre Benalla au début de son quinquennat. Avec lui, le virus ne serait pas passé en France. Ici, votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés, même pendant les vacances de Noël. C'est déjà le 276e JT Comics. L'image des fêtes, l'image du moment, c'est clairement ce bébé Yoda qui se mange tranquillement un petit taco et en sirotant un petit soda de chez Los Pollos Hermanos. Breaking Bad, Star Wars, c'est le crossover le plus attendu juste après le duo réouverture et cinéma. Et sans plus attendre, on passe aux news de la semaine. Franck au carré. On dira ce qu'on veut de la qualité scénaristique des adaptations proposées, mais les 4 acteurs ayant campé le Punisher à l'écran partagent en commun au moins un certain amour pour le personnage de Dolph Lundgren à Ray Stevenson, en passant surtout par Thomas Jane et Jon Bernthal. Et vous savez, comme deux canins se prouvent leur respect mutuel en se montrant le ventre, eh bien là c'est Thomas Jane qui avait, rappelez-vous, été très vexé, très frustré en tout cas de ne pas incarner le Punisher dans un second opus, au point de faire le court-métrage Dirty Laundry qui prouvait selon lui qu'il pouvait être un Punisher trash, un Punisher max. Et bien Thomas Jane montre son crâne du coup à Jon Bernthal, l'alpha qui fait mal. Lorsqu'on lui demande s'il serait intéressé par un éventuel retour dans le rôle de Frank Castle, il répond qu'il faudrait que ça soit vraiment une demande des fans, qu'il faudrait qu'il y ait un bon scénario, il a raison, mais qu'en revanche il adorerait réaliser un film du Punisher avec Jon Bernthal dans le rôle titre. Moi j'appelle ça de la logique, j'appelle ça du respect. Et à une époque où le casting de Spider-Man 3 ressemble clairement à une soirée bruxelloise anti-geste barrière, souvenons-nous que Jon Bernthal est celui qui est le plus habité par le personnage et clairement celui qui l'a lu sous toutes les sutures. Meurtrier. Aïe aïe aïe, il s'était déjà approprié tout un pan de l'univers cinématographique d'ici. On ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir de vision pour la mythologie de l'éditeur, même si elle est aussi clivante qu'un petit. Alors, les migrants, entre le trou normand et le 15e plat du repas familial de Noël, Zack Snyder va prendre 2 niveaux et passer du 7e au 9e art, puisqu'il tient absolument à tuer Robin dans un comics et qu'il a choisi son complice pour le faire, Jim Lee. Le réalisateur souhaiterait développer en comic book son univers Nightmare que l'on aperçoit dans Batman vs Superman, ce futur, post-effondrement dans lequel Darkseid a gagné. On y verrait un groupe de héros survivants essayer de se démerder pour inverser la tendance. Je dis héros mais pas que, puisqu'apparemment on verrait le Joker plus ou moins voler une des boîtes mères qu'il donnerait à Cyborg, qui ferait un petit peu tous les calculs pour permettre la création du tapis de course cosmique sur lequel Flash va se taper un petit sprint pour aller prévenir Bruce Wayne dans le passé. Il veut aussi qu'on y voit le meurtre de Robin par le Joker, sauf que cette fois on n'est pas dans The Voice, on n'est pas dans Gotham un incroyable talent, on n'est pas en 1988 où c'est le public qui décidait du sort de Robin. Avec Snyder, croyez-moi, le coup de barre il va se le prendre et comme il faut. Certains diront que dans ce comics qui porte bien son nom, un Nightmare, l'originalité aussi s'est pris un coup de barre puisqu'il va chercher des idées vieilles de 30 ans. Il dit en avoir parlé avec Jim Lee, il dit que ça se fera pas pour tout de suite, de toute façon on commence un petit peu à avoir l'habitude, il y a la jurisprudence Abrams qui fait que on sait qu'on attend au moins tous les comics des réalisateurs ciné aussi longtemps que ce qu'on a attendu le 3e album du Colonel Rayel. Le roi ne partage pas. C'est la news insolite de la semaine lorsque l'on vous reproche, oui, les comics c'est une collection qui n'est jamais terminée, c'est un gouffre financier sans fin, que vous avez déjà sorti le contre, oui mais ça pourrait être pire, je pourrais collectionner des pop, que ça n'a pas fonctionné, bien je vais vous donner la seule excuse qui marchera, vous pouvez dire, ça va, c'est pas comme si je collectionnais des planches originales. Et oui, cette semaine, il y a un collectionneur ou une collectionneuse qui s'est carrément fait plaisir puisqu'il a acheté toutes les pages de l'event King in Black, donc par Ryan Stegman et J.P. Mayer, débuté ce mois-ci, c'est le prochain gros event de chez Marvel. Et quand je dis toutes les pages, ce ne sont pas simplement celles du premier chapitre, mais les quasi 150 pages de la mini-série en 5 chapitres, dont le 2e numéro n'est même pas encore sorti. Dans le jargon comics, on appelle ça acheter en Matt Murdock. Et si l'affaire n'est pas encore conclue, le marchand d'art Félix Lou doit se frotter les mains, puisqu'avec une moyenne basse de 500 $ par planche, eh bien on est déjà à 75 000 $ que vont se partager le marchand d'art et les 2 artistes, et c'est très bien. Ça doit juste leur ajouter un petit stress, parce
parce que je pense pas que toutes les planches soient déjà dessinées et ancrées, hein, donc bon, ils savent que c'est déjà vendu d'avance, donc entre 150 pages à 70 000 balles et 300 pages à 22,50 €, je crois que le choix, il est fait en mode Barry Allen. D'ailleurs, si le sang de l'acheteur est vraiment bleu et que son compte en banque est vraiment vert pomme très criard, eh bien j'espère qu'il a eu au moins le bon goût de mettre une option sur l'intégralité des planches à des 5 chapitres de la mini-série Beta Ray Bill par Daniel Warren Johnson et Mike Spicer. Ça découlera des événements de King in Black comme un symbiote et voir la même équipe qui nous a offert Murder Falcon sortir le corbinite de l'ombre du dieu du tonnerre, eh bien je signe, je dis oui. Frontière infinie. Ça y est, DC nous a enfin montré le bout de son plan. Le Future State ne sera qu'un sas qui servira à introduire un relaunch qui sera nommé Infinite Frontier, à la frontière infinie, à la Rebirth avec un numéro 0, 64 pages avec tout plein d'artistes, donc Bendis, du Snyder, du James Tynion IV, du Joshua Williamson. Il y en a d'autres, il y a aussi tout plein d'artistes, du Bendis, du Malev, du Romita Jr., du John Timms, du Jorge Jiménez, plein d'autres, du Joel Jones aussi. Et ça nous donne une idée de ce à quoi ressemblera la prochaine phase de l'univers DC. Ça s'inscrit à la suite du death metal qui nous a présenté les menaces les plus sombres du multiverse, à la suite du Future State également qui nous a montré un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler le futur jusqu'à la fin des temps. Et puis entre les deux, eh bien, il y aura l'Infinite Frontier qui est divisé en 4 axes d'infini légende, un espoir infini, d'infini mystère et des aventures infinies. Ça c'est le pitch officiel, mais beaucoup pensent qu'il s'agit surtout d'un moyen de faire sauter la continuité, ce qui va déplaire à la douane montée, très à cheval sur ce principe qu'elle défend à grands coups de canon. DC nous tease l'événement avec des illustrations qui ne respectent clairement pas les règles sanitaires en termes du nombre de personnes autorisées au maximum dans un même espace restreint. On y voit tout plein de super-héros, donc les versions régulières, des personnages créés beaucoup plus récemment, qui côtoient aussi des personnages plutôt oubliés qui signent leur grand retour. Je pense à Calvin Ellis, le Superman de la Terre 23, ou encore Stargirl qui revient par Geoff Johns. Énormément de monde sur ces couvertures, ça m'étonnerait même pas qu'il s'y soit glissé un ou deux fatigués de génération identitaire. Généralement quand ils entendent frontières, ça les stimule. Vous avez donc 3 nouvelles anthologies. J'ai parlé de Batman la semaine dernière, mais les fans de Wonder Woman et surtout de Superman sont gâtés également. Vous avez 7 séries qui redémarrent au numéro 1, avec pour moi la plus attendue, c'est le Swamp Thing de Ramvi. Il y a aussi la plus intrigante, c'est celle du syndicat du crime, donc de la Terre 3 dont je vous parlais déjà la semaine dernière. 21 séries qui continuent avec leur numérotation d'avant, mais avec des équipes qui changent. Il y a une rotation, c'est les 3-8. Vous avez Philip Kennedy Johnson qui récupère les 2 magazines principaux consacrés à l'encapé, à Superman. Et DC nous ramène dans les années 2000 et nous refait des récits secondaires. Donc les numéros VO seront un petit peu plus épais, $1 plus cher. Et par exemple sur Superman, je suis assez content puisque c'est l'excellent scénariste Sean Lewis, à qui on doit The Few, Coyotes, Bliss, Thumbs chez Image Comics qui va s'en occuper. Ça sera dessiné par l'excellent tandem crayonné ancrage Phil Lester, Eric Gapstur, à qui on doit un Shipwreck que j'ai l'honneur d'avoir traduit en français. En plus, voilà, j'ai craqué, je me suis pris des planches originales. Bruno Redondo et Tom Taylor se chargeront de la série Nightwing. Et les premières images qu'on en a, c'est complètement magnifique. Certains redoutent un petit peu, puisqu'on va dire que Tom Taylor avait maltraité le personnage à la fois dans Injustice et dans la série DC's. Donc c'est un petit peu comme si le préfet allemand se chargeait d'écrire un film sur un militant gauchiste. Ça fait peur, mais ayons confiance. Donc une petite réorientation éditoriale avec une augmentation de prix, mais en fait pas tant que ça, puisqu'on repasse tous les titres en mensuel et pas en bimestriel, et puis on en coupe certains, puisque 0 nouvelle de Red Hood, d'Aquaman, de Justice League Dark ou encore de Legion of Super Heroes, à tel point, tous les projets de Bendis, même on dirait qu'il va y avoir une seconde vague, et certains diront que s'il y a Bendis dans une seconde vague, c'est pas un relaunch, c'est un virus, d'ailleurs que ses détracteurs se méfient, puisque il est bien sur la Justice League, et on peut y voir d'ailleurs les personnages de Black Adam et de Naomi mis en avant, ce qui correspond aux ambitions ciné-série du studio. Après, sans vous spoiler les intrigues, parce que contrairement à une diarrhée fulgurante en pleine heure de pointe dans le métro, la surprise dans les comics, c'est bien. Je peux juste noter que Damian Wayne a un nouveau costume qui n'a rien à voir avec Robin, donc il se sort de l'ombre de Batman, et moi je trouve ça super. Il est très classe, il me tarde de voir des cosplayers s'y essayer. Je vous laisse me dire ce que vous pensez de ce relaunch qui aura décidément bien mis du temps à dire son nom, un petit peu comme un malgache bègue, dans les commentaires. Le coffre de l'Avent. Il y a des effeuillages qu'on adore, et je suis sûr qu'on a tous ici imaginé déjà un Tante May en train d'enlever délicatement ses bas de contention pour révéler le bleu de ses varices. Enfin,
Bon, je m'emporte un petit peu, c'est peut-être l'esprit de Noël, mais en tout cas, Vault Comics, l'éditeur, a prouvé qu'il maîtrisait, qu'il rivalisait dans l'art de teaser avec les Depardieu et les Ben Affleck, puisqu'ils ont dévoilé toute une série de noms de créateurs avec qui ils allaient collaborer pour des projets en 2021 ou peut-être plus tard. Et alors là, si on était sur un calendrier de l'avant, on aurait du diabète. Hein, c'est Peter Milligan à qui on doit entre autres le X Statix, hein, pour ne citer que ça, un Ramvi, Anand Kay à qui on doit Blue and Green excellent, hein, et Graffiti Walls dont je vous reparle à la fin, un Cy Spurrier, hein, qui a fait un excellent run d'Hellblazer, qui a fait aussi Coda, qui a fait du 2000 AD, hein, pas mal aussi, du Nathan Gooden qui lui est le créateur, le directeur artistique de chez Vault Comics, hein, il s'est fait un petit kiff en se mettant avec Cy Spurrier, c'est un sacré tandem. Christopher Cantwell qui est sur Iron Man actuellement avec Cafu, hein, qui sera associé à Adam Gorham, hein, qui lui a fait Black Mambo chez Valiant Comics. Cullen Bunn à qui l'on doit pas mal de comics Star Wars, Marvel, moi je suis pas trop fan, mais il est associé à Leila Les qui a fait Alters avec Paul Jenkins chez Aftershock, et puis Mark Russell, hein, le très acclamé scénariste à qui on doit Second Comics qui est paru chez Delcourt récemment, mais aussi la réinvention du personnage d'Alcibiade chez DC Comics. Ça c'est du name dropping, hein, voilà, moi je suis sur 4 tiers de demi-molle au cube. Lisez, lisez et lisez, hein. Moi cette semaine je n'ai toujours pas lu Mind MGMT, mais j'ai réussi à vous faire la critique d'un ouvrage que j'avais déjà lu il y a un petit moment, et surtout les photos, hein, puisque je voulais faire un petit truc un petit peu délirant, hein, vous le voyez, eh bien je parle de These Savage Shores, hein, chez iComics, qui mérite amplement toutes les éloges qu'il a reçus il y a quelques mois. Ramvi, le scénariste, est clairement l'un des plus talentueux de sa génération, et dans son style il embrasse tout le potentiel littéraire du médium du comic book, hein, alors que certains des fois préfèrent embrasser son potentiel cinématographique et peut-être un petit peu appauvrir le médium. Donc lisez, lisez, lisez Blue and Green, excellent, hein, surtout si vous aimez l'horreur et la musique. Lisez Brigand, hein, le diptyque dont j'ai eu l'honneur de parler dans le calendrier de l'avant de First Print, je vous mets le lien, hein, vous pouvez cliquer dès la fin de la vidéo. Graffiti Walls, Paradiso, hein, c'est de la science-fiction et c'est excellent, je l'ai lu depuis le First Print, et These Savage Shores, hein, qui est le seul ouvrage traduit en français, une excellente traduction de Maxime Ledin il me semble, hein, chez iComics, et ça raconte l'histoire d'un vampire anglais qui est pris les dents dans le cou, qui doit donc s'exiler en Inde, hein, colonisé par l'Empire britannique, et qui va découvrir qu'il y a toujours plus monstrueux, toujours plus légendaire que soi. Il y a Sumit Kumar au dessin qui défonce tout, enfin bref, allez lire, hein, la review si vous êtes intéressé dans l'onglet communauté, hein, de la chaîne YouTube. Pour moi, je retrouve le même plaisir à l'ère du Ramvi que quand je lis du Alan Moore, hein, c'est dire. Dites-moi ce que vous lisez, lisez et lisez, ce que vous geekez, hein, également. Hein. Dites-moi ce que vous aurez reçu ou ce que vous prévoyez d'offrir en cadeau, surtout si c'est des comics. Hein. C'est la fin de ce JT, je vous remercie de l'avoir suivi, d'être toujours de plus en plus nombreux à le suivre, hein, même pendant les fêtes, hein, de laisser vos pouces bleus, de partager sur Facebook, de tweeter, de retweeter, de m'incorporer dans vos stories Instagram. Vous le faites de plus en plus, je le vois, donc voilà, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur YouTube où je réponds à chacun d'entre vous, bien sur les réseaux sociaux. C'est là aussi vous me laissez vos petits messages pour El Bando del Pueblo, hein, votre espace de liberté depuis plus de 5 ans maintenant. Je vous souhaite évidemment d'excellentes fêtes de fin d'année, un bon boudin comme on dit chez nous, un boudin d'amour si jamais on devait le dire en version comics. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de tous, et rendez-vous la semaine prochaine, hein, pour des nouvelles toutes fraîches. Apparemment dans Cyberpunk il y a un bug qui t'enlève carrément ton pantalon. Je pense que Jean-Marc Morandini essaye d'installer le bug dans les vestiaires de tous les stagiaires de 3e qui passent chez lui. Je dis ça, je dis rien.